Vous écoutez la radio Aïs Congo. Voici notre édition de formation, mais avant tout, découvrons la tendance du ciel pour le mercredi. Oasis, la météo. Ce mercredi 6 novembre 2024, la levée du soleil aura lieu à 5h42 et se coucher à 17h48. La température maximale sera ressentie à 17 degrés et la minimale à 28 degrés. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi en direction ouest et à 15 km par heure l'après-midi en direction sud-ouest. Ce jour, le ciel sera couvert d'orages et d'averses. La météo prévoit un moindre risque de pluie variable entre 30 et 70%. Prenez donc les précautions possibles. Violence rebelle en Ituri, les ADF ont tué un chef coutumier dans la chefferie de Walendu Bindi ce mardi 5 novembre. La CRDH en territoire d'Irum appelle la population à la vigilance et l'armée a intensifié des opérations militaires dans cette zone. Lancement ce mardi 5 novembre à Goma des travaux du mécanisme de vérification ad hoc renforcé dans le cadre du processus de Luanda. Ce processus vise à ramener la paix dans l'est de la RDC. Nous en ferons le point dans ce radio-journal. Et puis nous parlerons dès le début de cette édition de la gestion des déchets biodégradables et non dégradables. Un spécialiste en environnement et agronomie reviendra sur les dangers de la mauvaise gestion de ces déchets. Maki Barak Patrick, je suis à la présentation de cette édition. Espoir Adjoya est notre metteur. En ondes, bienvenue à tous. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Salutations à tous. Les déchets mal gérés seraient à la base du réchauffement climatique et génèrent un gaz toxique à l'être vivant. C'est ce qu'a affirmé le chef des travaux Prosper Kirimanzi, spécialiste en environnement et agronomie, interrogé ce mardi 5 novembre. Il a laissé entendre que les immondices doivent être bien triés. Les biodégradables peuvent être mis dans les jardins et non dégradables, notamment des matières plastiques et caoutchouc, doivent être brûlés. Et les métaux, quant à eux, doivent être transformés pour lutter contre la pollution de l'air. Nous vous proposons de le suivre dans ces propos recueillis par Julia Mirey. Nous les gérons à deux catégories. Les sachets à plastique, on peut facilement passer à ce qu'on appelle le recyclage. On va essayer de transformer ces déchets-là. On peut encore faire de nouveaux biens. Mais les déchets biodégradables sont des déchets qui peuvent pourrir, notamment les restes des aliments, les restes aussi généralement de ceux qui peuvent pourrir comme la végétation, les animaux et consorts. Ces déchets-là, ce qu'on appelle les composts, là, on peut les utiliser généralement pour faire les jardins à la maison. Ça sera déjà une manière de... La première conséquence, d'abord, comme généralement les déchets, lorsqu'ils sont en train de pourrir, les déchets génèrent un gaz là qu'on appelle le gaz méthane, les CH4. C'est parmi les gaz qui sont à l'origine ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Ça, c'est déjà la première conséquence. La deuxième conséquence, ce sont des déchets qui sont stockés à côté de l'eau. Après la pollution des écosystèmes aquatiques, cela peut avoir directement des effets directs sur la vie, non seulement des êtres vivants. Il faut boire cette eau-là, notamment les hommes. Les êtres vivants qui sont dans ces écosystèmes aquatiques-là vont aussi mourir. Et si les planétaires, les immondices, en général, les odeurs nauséabondes, ces odeurs-là, ils ont des conséquences néfastes sur la santé de l'homme. Pour gérer les déchets, je vais conseiller à la population de Beni à procéder d'abord au tri des déchets. C'est-à-dire que si vous êtes à la maison, il faut directement séparer les déchets qui peuvent pourrir, que j'ai appelé tantôt biodégradables. Il y a aussi les déchets non biodégradables qu'on va aussi mettre à part. Les déchets biodégradables, on peut les utiliser pour des engrais à la maison. Des réactions s'enregistrent toujours dans la communauté après la suspension du plan de désengagement de la MONUSCO en RDC. Comme vous le savez, Omar Abou, chef du bureau de la MONUSCO en province du Nord Kivu, avait laissé entendre que c'est le gouvernement congolais qui a émis ce vœu compte tenu de la situation sécuritaire qui demeure volatile dans l'est du pays. Pour la société civile Coordination urbaine de Beni, jointe ce mardi, la MONUSCO doit nécessairement quitter le sol congolais car son bilan reste mitigé jusqu'à présent par la population congolaise depuis son arrivée en RDC. Au micro de Farah Jakato, nous vous proposons d'écouter John Kambale, rapporteur de cette structure citoyenne qui revient avec plus de détails. Nous ne pouvons pas nous contredire. Nous restons sur la même position. Que la MONUSCO parte, vit son bilan. Depuis que le gouvernement congolais avait invité cette mission, qui aujourd'hui nous qualifions d'une mission incompétente, à terme de leur mission les amenant au Congo, nous
nous réitérons qu'ils doivent partir. Nous sommes déçus par le comportement du gouvernement congolais. Sur le plan communicationnel, ça devrait être le gouvernement congolais communiquer suffisamment sur les renouvellements ou soit l'engagement encore. Et aujourd'hui, nous sommes surpris que le gouvernement encore s'engage avec la MONUSCO et nous sommes en train de regretter les gens qui sont partis dans le combat en dénonçant cette incompétence de la MONUSCO. Nous avons enregistré des morts et d'autres sont de blessés. Jusqu'à maintenant, la justice reste muette et que donc nous sommes sur les mêmes points, la même position. Que la MONUSCO parte. Les résultats avaient plus de 20 ans au Congo. Le bilan reste mitigé. Et ces comportements-là hypocrites de la MONUSCO, t'imagines, c'est comme s'ils sont en train de chanter victoire. Imagine, ça ne devrait pas être l'homme de la MONUSCO communiquer sur cet engagement. Ça devrait être plutôt le gouvernement congolais. Donc nous sommes déçus et la conséquence directe de la déception, c'est l'amertume. Et que donc nous sommes mécontents de cet engagement. Et si tout dépendait de la société civile, force vive, la MONUSCO ne serait pas dans la République démocratique du Congo. La politique photocopie tout. La dernière décision est entre les mains des politiciens de décider politique. C'était là le cri d'angoisse de John Kambale qui parlait au nom de la société civile de Beni. Pendant cette appli de 3500 personnes vont participer aux états généraux de la justice en RDC qui démarre ce mercredi à Kinshasa. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a confirmé lundi 4 novembre la tenue des travaux qui iront jusqu'au 13 novembre au centre financier de Kinshasa. Le thème retenu est « Notre justice est malade, quelle thérapie pour le guérir ?» Nous vous proposons d'écouter Maître Constant Mutamba, ministre de la Justice, dans ses propos recueillis par nos confrères de Kinshasa. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc, du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Que le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, puisse se retrouver. Que cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires. Il faut souligner que la réforme de la justice congolaise adoptée en 2015 fera l'objet d'une évaluation afin de comprendre pourquoi sur 350 résolutions prises, il n'y a eu plus qu'une centaine qui ont été appliquées. Et en page de diplomatie, le ministre congolais des Affaires étrangères et son homologue du Rwanda se sont réunis ce mardi 5 novembre 2024 à Goma pour lancer officiellement les travaux du mécanisme de vérification ad hoc renforcé dans le cadre du processus de Luanda. Ce processus, faut-il rappeler, vise à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette réunion qui a connu d'autres personnalités dont le facilitateur angolais a été à la base de la fermeture des activités transfrontalières à la Grande Barrière. C'est une correspondance de Prosper Bourou depuis Goma. C'est dans le cadre du processus de Luanda que les travaux du lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé ont été lancés ce mardi 5 novembre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ce processus, a-t-on appris, vise à garantir la mise en œuvre du désengagement des forces rwandaises et la neutralisation des rebelles FDLR en vue du rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. Ces travaux ont connu la participation de la ministre RD congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe, ainsi que les facilitateurs angolais dépêchés sur le territoire congolais. Un communiqué final est attendu pour éclairer l'opinion sur les avancées du processus, d'autant plus que toutes les discussions relatives ont été tenues à huis clos. Mais à la veille de ces assises, la ministre Thérèse Wagner a, au cours d'une réunion avec les chefs des missions diplomatiques, fustigé le silence de la communauté internationale face à l'exportation des minerais provenant des zones de conflit de la RDC par le Rwanda. Par ailleurs, notons que cette réunion d'une importance capitale a été à la base de la fermeture de la grande barrière reliant la RDC au Rwanda à travers la ville touristique de Goma. Néanmoins, les activités transfrontalières ont été effectuées à travers la petite barrière Goma.
Prosper Bourou, Oasis Congo FM Béni. Restons toujours au nord Kivu. Plus d'1 mois après le naufrage du bateau Merdi sur le lac Kivu, les inquiétudes continuent à se faire sentir dans les chefs de la population. C'est le cas de Yannick Baouma, un jeune leader et ressortissant de la ville de Goma Viva Kinshasa, qui estime que les incidents répétés sur le lac Kivu sont un signal fort que le gouvernement congolais ne devrait pas ignorer. Pour lui, les mesures arrêtées ne sont pas mises en application. Nous vous proposons de l'écouter jouer au téléphone par Biefetoum Sifou. Après les 2 risques de naufrage à Kitembo et à Bougoulube ces 3 et 4 novembre, j'ai donc décidé d'alerter les autorités sur la situation critique de la sécurité des passagers sur les lacs Kivu, car j'ai constaté de nombreuses fois des négligences qui mettent en danger la vie des milliers de personnes chaque jour. Des bateaux surchargés, des équipements défectueux et l'absence même des gilets de sauvetage. Autant de facteurs qui augmentent considérablement les risques de naufrage. J'ai donc contacté nos respectables autorités pour leur demander de renforcer les contrôles, d'obliger les propriétaires des bateaux à respecter les normes de sécurité, mais également de sensibiliser nos populations et les passagers aux risques liés. J'attends maintenant une réponse concrète de leur part, car je compte bien suivre de près l'évolution de cette situation. Tunachoka sana. Une vie perdue à l'Est est une vie de trop. Comme je l'ai dit et je le répète, le lac Kivu représente un grand enjeu économique et culturel pour notre pays. Il ne doit pas devenir un cimetière. Je vous remercie. Changeons de province présentement pour nous rendre dans la province de l'Ituri. La coordination pour le respect des droits de l'homme CRDH, coordination de la chefferie de Babila Babombi, alerte sur la présence des ADF dans le village Bakoka et c'est là autour de rivière Biabounia où ils auraient installé un bastion. Selon notre source, plus de 5 squelettes humains retrouvés dans la zone demeurent sur le sol. Grâce Kakine, secrétaire de la CRDH, appelle la population de TP Makamanda, Mangandi, Makutanyo ainsi que Pangoi à la vigilance et surtout la coalition FARDC UPDF a intensifié les opérations de traque de ces assaillants. On l'écoute dans cet élément. Nous alertons encore sur la présence des ADF Nalu dans des entités de Bokoka et Essela. Ces entités se retrouvent dans le groupement Bakaeku. Il semblerait que ces belligérants ADF se seraient déjà camouflés et construire leur bastion dans cette partie de Bokoka et Essela. Nous appelons la population de Tepe, Makamanda, Mangandi, Makutaniyo, Pangoi et d'autres villages du groupement Bakaeku de demeurer toujours être vigilante et de dénoncer tout mouvement suspect. Nous appelons aussi l'armée de continuer à faire les patrouilles de combat car ces zones n'est pas encore touchées ni vérifiées par l'armée. Nous sollicitons et nous appelons les autorités militaires, surtout la coalition, de voir comment aller pacifier ces zones pour ramener la paix. Nous appelons la population de ne pas entrer à profondeur car il y a aussi la découverte de plus de 5 squelettes humains qui ont été découverts toujours dans cette partie de Bokoka et c'est là, messieurs les journalistes. Et dans la même province, des ADF ont tué chef coutumier dans une nouvelle attaque au village Makidi de la chefferie de Walendu du territoire d'Irumu en Ituri. C'était ce mardi 5 novembre 2024. Outre ce chef coutumier tué, d'autres personnes ont été grièvement blessées et des maisons brûlées par ces assaillants. La CRDH appelle la population à la vigilance et à briser la peur afin de faire face aux assaillants. Christophe Munyandero est le coordonnateur de cette structure de défense des droits humains. Pour le moment, les terroristes présumés ADF prennent la direction de la chefferie de Walendu Bindi. C'est une chefferie située dans la partie sud-est du territoire d'Irumu. Pendant cette journée de ce mardi, ces terroristes ADF ont signé leur incursion au village Makidi. C'est à chefferie de Walendu Bindi et groupement Kamati. Dans leur incursion, ces terroristes présumés ADF, ils ont tué le chef du village par balle, il y a des blessés. Ils ont aussi incendié des maisons. Et pour le moment, la
situation est trop tendue, il y a un déplacement massif de la population et ce que nous appelons tout simplement à la jeunesse, à notre population civile, de briser la paix pour faire face à ces ennemis de la paix, ces terroristes ADF, mais aussi à nos forces armées de la République, de continuer à poursuivre l'ennemi. Parce que notre crainte est de voir que l'ennemi est arrivé à attaquer la chefferie de Walendu Bindi. Et là, c'est déjà un grand danger parce que l'ennemi veut prendre la direction des Zunguluka, la direction des Moyo, parce qu'il est en train de voir comment contourner ces parties et voir aussi Makanga. Donc, notre appel aux autorités militaires et surtout ceux-là qui sont dans les faits-fonds, de voir comment boucher les entrées des Zunguluka, des Moyo, voir aussi Makanga, pour éviter que l'ennemi ne puisse pas encore réoccuper les 3 chefferies comme l'état passé, parce que 4 opérateurs économiques ont été blessés par machette à Badengaïdo en Ituri. C'est en entité du territoire de Mambasa en Ituri l'après-midi du lundi 4 novembre. L'information est confirmée ce mardi par Moussa Kikoleri, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, qui révèle que les activités économiques ont été suspendues dans la zone pour ce mardi, une façon pour les commerçants de manifester leur mécontentement. On l'écoute au micro de Abraham Mumuto Kambali. Vers les heures vespérales de ce lundi, le 4 novembre 2025, le village Badengaïdo, à chefferie de Bombo, un criminel du nom de Dadi a blessé 4 personnes par machette dans l'ambition de tuer tous des commerçants. Suite à cette situation, les commerçants ont décidé de fermer leurs activités pour justifier leur mécontentement. Les victimes sont Kakule Koule, âgé de 20 ans, sexe masculin, Paluku Bakwamire, 19 ans, sexe masculin, Kasereka Souvana Shukuru, âgé de 24 ans, sexe masculin, Katungu Kaumbire Régine ou Régissas, âgé de 17 ans, sexe féminin. La nouvelle société civile a besoin de voir ces messieurs être traduits à justice pour répondre à ces actes. La vigilance de la part de la population est obligatoire pour dénicher les mauvaises personnes afin de contribuer à la sécurité du village Badengaïdo et de la chefferie de Bombo dans son entièreté. Soulignons que les victimes poursuivent les souhaits appropriés de la ligne des structures sanitaires de la place. Et à prix bref, au niveau international, les Américains sont appelés depuis ce mardi à élire entre Kamala Harris et Donald Trump pour les élections présidentielles de ce novembre au niveau des États-Unis, où seuls les grands électeurs sont appelés pour départager les 2 colistiers. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à l'apocalypse de cette édition de formation présentée dans ce studio numéro 2 par Maki Barak Patrick. Grâce à la prise de son et la mise en onde de Espoir Adjoya, ne quittez pas car la série de nos programmes continue, la chronique Les Pèlerins qui sera suivie par le journal des sports. Au revoir. Les intellectuels applaudisseurs du royaume de là-bas, ils sont à la base de la transformation de la République au royaume. La page d'histoire renseigne qu'auparavant, le royaume dont nous parlons ici était une république et chaque cycle électoral s'y déroulait normalement. Les chefs de l'État avaient un mandat, mais au fil du temps, les intellectuels applaudisseurs ont entouré un président élu et l'ont transformé en roi, souverain national intouchable. À chaque moment de l'histoire, chaque peuple n'a des chefs qu'il mérite. Le problème n'est pas le roi lui-même, c'est plutôt les intellectuels applaudisseurs qui bloquent le système. Ils sont dans la cour royale, docteurs, ingénieurs, professeurs d'université bien sûr, experts et spécialistes dans différents domaines. Certains ont fini par occuper des ministères au sein du gouvernement royal. Mais hélas, ils sont toujours et encore dans les applaudissements, alors que la nation se meurt. Les taux d'échange entre la monnaie locale et les devises, ils applaudissent. La nomination des chefs de secteur durant 40 jours seulement, ils applaudissent. La réforme de l'éducation au sein du royaume, ils applaudissent. La requalification de l'état d'urgence, ils applaudissent. Et donc, en tout et pour tout, ils ne contredisent jamais Sa Majesté le roi. Ils applaudissent
applaudissent en tout, ce qui ruine la nation. Les intellectuels applaudisseurs arrivent à proposer au roi les diplômes pour la cause honorifique, oui, mais ne peuvent pas proposer au roi le respect de sa ligne budgétaire mensuelle. Ils ne peuvent non plus dénoncer auprès du roi les contrats léonins des entreprises étrangères qui sont dans les minéraux. Ils ne peuvent nullement dénoncer la superposition des actes administratifs. Le royaume de là-bas reste la seule nation au monde où à l'hôtel de ville, on a un maire en repos, un maire en attente, un maire à fonction limitée et un maire ad interim. Celui qui est en repos attend sa réhabilitation, alors que celui qui est en attente impatiente son installation et l'intérimaire rêve sa confirmation. Mais dans la cour royale, les intellectuels applaudissent et disent que tout va bien sur terrain. Au royaume de là-bas, l'intellectualisme a perdu tout son sens. Les intellectuels dépourvus de l'équité.